Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement, baissez un peu les lumières et ouvrez votre esprit, car il est temps de porter un autre regard sur l'étrange, l'inexpliqué et peut-être même sur les capacités encore insoupçonnées de l'esprit humain. Depuis toujours, l'humanité est fascinée par ce qui semble dépasser les limites du rationnel. Des rêves prémonitoires aux intuitions troublantes, des coïncidences impossibles à expliquer aux récits de télépathie, certaines expériences continuent de questionner notre compréhension du monde. Alors, simple hasard, construction psychologique, illusion de notre cerveau en quête de sens, ou existe-t-il réellement des phénomènes que la science ne parvient pas encore totalement à expliquer ? Alors ce soir, nous allons justement nous aventurer dans cette zone floue, à la frontière entre croyances, recherche scientifique, expérience intime et mystère. Et pour commencer cette exploration, nous allons nous intéresser à une figure devenue incontournable dans l'histoire des phénomènes psychiques, Edgar Cayce. Connu sous le nom du prophète endormi, Edgar Cayce affirmait pouvoir accéder durant ses états de transe à des informations qui lui auraient été impossibles de connaître consciemment. Alors santé, diagnostics médicaux, spiritualité, vie antérieure, civilisation disparue, ces célèbres lectures ont traversé les décennies et continuent encore aujourd'hui de susciter fascination, débat et controverses. Alors pour certains, Cayce était un médium exceptionnel, doté de capacités hors du commun, et pour d'autres, ses prédictions et révélations relèvent davantage d'une interprétation de l'autosuggestion et des mécanismes psychologiques complexes. Mais au-delà du personnage lui-même, une question demeure: comment expliquer que certaines de ses déclarations aient marqué autant de personnes, au point de continuer à intriguer près d'un siècle plus tard ? Et puis, dans une seconde partie, nous quitterons le domaine du témoignage et des récits personnels pour entrer dans celui beaucoup plus expérimental des recherches en parapsychologie. Car oui, depuis plusieurs décennies, des scientifiques, des psychologues, des chercheurs ont tenté d'étudier de manière sérieuse certains phénomènes considérés comme paranormaux. Alors télépathie, clairvoyance, perception extrasensorielle, vision à distance, des labos ont mis en place des protocoles extrêmement rigoureux afin de tester ces capacités supposées dans des conditions contrôlées. Alors certaines expériences ont produit des résultats statistiquement troublants, des résultats suffisamment étonnants pour alimenter le débat, mais aussi suffisamment fragiles ou difficiles à reproduire pour maintenir un profond scepticisme au sein de la communauté scientifique. Alors sommes-nous face à de simples anomalies statistiques ou à des biais psychologiques encore mal compris, ou est-ce des vrais phénomènes authentiques que notre science actuelle peine encore à appréhender ? Alors ce soir, nous n'allons pas chercher à imposer des certitudes, mais plutôt à explorer ces questions avec curiosité, recul et esprit critique. En tout cas, bienvenue dans un autre regard sur Radio G Angers. Alors après avoir exploré ensemble les mystères de l'esprit humain et ces phénomènes qui semblent parfois défiler notre compréhension du réel, on va maintenant nous arrêter sur une figure qui est devenue incontournable dans l'univers du paranormal et de la spiritualité moderne, Edgar Cayce. Alors son nom s'est encore aujourd'hui entouré d'une genre d'aura, une aura particulière. Pour certains, il était un véritable médium capable d'accéder à des informations impossibles à connaître de manière ordinaire. Pour d'autres, il demeure surtout l'un des plus grands mystères psychologiques et culturels du XXe siècle. Alors, surnommé le prophète endormi, Edgar Cayce affirmait pouvoir entrer en état de transe proche du sommeil, et dans cet état particulier, il répondait à des questions concernant la santé, la spiritualité, les vies antérieures ou encore certains événements historiques et futurs. Alors, des milliers de personnes l'ont consulté pour ces célèbres lectures, espérant trouver des réponses, des guérisons ou simplement une forme de compréhension du monde et de leur propre existence. Alors, ce qui intrigue encore aujourd'hui, c'est que Cayce ne correspondait pas vraiment à l'image traditionnelle du voyant spectaculaire ou du gourou ésotérique. C'était un homme discret, profondément croyant.
issu d'un milieu rural américain très religieux, qui semblait lui-même parfois dépassé par ce qui lui arrivait. Mais alors, qui était réellement Edgar Cayce? Comment un homme sans formation médicale a-t-il pu devenir célèbre pour des diagnostics réalisés en état de transe? Pourquoi ses prédictions et ses récits sont sur des sujets comme l'Atlantide, où les vies antérieures continuent-ils de fasciner près d'un siècle plus tard? Et surtout, où se situe bien sûr la frontière entre croyance, intuition, suggestion psychologique et phénomènes véritablement inexpliqués? C'est ce que nous allons tenter d'explorer ensemble ce soir avec curiosité et recul dans un autre regard. Alors Edgar Cayce est né le 18 mars 1877 dans une ferme d'Hopkinsville dans le Kentucky aux États-Unis. Alors le Kentucky, c'est une région qui est très rurale, profondément marquée par la religion protestante, donc une vie simple, centrée sur la communauté et les traditions bibliques. Alors issu d'une famille très modeste, Cayce grandit dans un environnement qui est très croyant. La Bible occupe une place centrale dans son éducation. Et très tôt, il développe une relation presque intuitive avec les textes religieux. Selon plusieurs biographies, il aurait été décrit comme un enfant calme, rêveur, parfois isolé, mais doté d'une mémoire étonnante et d'une forte sensibilité spirituelle. Alors, dès son plus jeune âge, certains témoignages familiaux rapportent des expériences inhabituelles, des visions fugaces, une impression de présence et surtout une capacité étonnante à retenir des informations simplement en dormant sur ses livres scolaires. Alors, une anecdote qui est souvent reprise dans des biographies raconte qu'il aurait appris certaines leçons en plaçant ses manuels sous son oreiller, affirmant ensuite voir leur contenu pendant son sommeil. Mais le tournant le plus marquant de sa jeunesse survient à l'âge de 23 ans. Donc à la suite d'un épisode de fatigue ou de maladie, les récits divergent selon les sources, Edgar Cayce perd brutalement l'usage de la parole. Donc les médecins de l'époque ne parviennent pas à identifier une cause physique claire, il devient alors incapable de s'exprimer normalement, ce qui le plonge dans une situation difficile, notamment sur le plan professionnel. Alors c'est dans ce contexte qu'intervient un épisode devenu central dans son histoire. Un hypnotiseur amateur, souvent identifié dans les récits comme Hal Lane, lui propose une séance d'hypnose afin d'explorer une piste psychologique à son mutisme. Alors sous transe, Cayce décrit alors son propre état, affirmant que le problème viendrait d'un déséquilibre de nature fonctionnelle et donnant des indications précises pour le traitement. Alors de manière surprenante, les recommandations semblent avoir un effet. Sa voix revient progressivement. Alors cet épisode, ça marque un vrai point de bascule. Ce qui n'était jusque-là qu'un phénomène isolé devient dans l'esprit de ceux qui l'entourent un potentiel don. Donc peu après, Edgar Cayce commence à être sollicité pour reproduire cet état de transe. Lorsqu'il s'allonge et entre dans un état proche du sommeil, il est capable de répondre à des questions sur la santé des personnes qu'il ne connaît pas, parfois à distance, en décrivant ce qu'il appelle des lectures. Alors, ce sont les débuts d'un phénomène qui va rapidement dépasser le cercle local. Alors, tout ça, on le sait comment? On sait effectivement grâce à la première grande biographie sur Edgar Cayce, de Thomas Sugrue, This is a River, qui est sortie en 1942, et aux archives de l'Association for Research and Enlightenment, donc la ARE, qui est fondée pour conserver en fait et étudier ces lectures. Donc, à partir de ce moment-là, la vie de Cayce prend une tournure qui est singulière, presque méthodique. Ce qui va faire sa réputation ne se repose pas sur des visions spontanées ou des intuitions isolées, mais sur un protocole précis répété des milliers de fois au fil des années, ce qu'il appelle, lui, ses lectures. Alors concrètement, le déroulement est toujours le même. Cayce s'allonge, généralement sur un canapé ou un lit. Dans une pièce calme, il entre alors dans un état modifié de conscience, décrit par les témoins comme un sommeil apparent, bien qu'il reste en fait capable de répondre à des questions. Donc à ses côtés, une personne formule les demandes, cela peut concerner un problème de santé, une situation personnelle ou parfois des questions plus abstraites. Donc pendant cet état, Cayce parle, ses propos sont enregistrés par une secrétaire ou un proche présent lors de la séance, et lui en revanche ne garde plus aucun souvenir de ce qu'il a dit une fois réveillé. Alors ce fonctionnement donne immédiatement une dimension quand même particulière au phénomène. Cayce n'est plus apparu comme quelqu'un qui invente consciemment ses réponses, mais comme quelqu'un qui semble accéder à un autre niveau d'information. Donc avec le temps, en fait, ces consultations vont se structurer autour de plusieurs grands axes. Il y a différents types de lectures. Il y a les lectures médicales, c'est la partie la plus demandée et la plus célèbre. Cayce décrit des déséquilibres du corps, propose des interprétations de symptômes et suggère même des traitements. On y retrouve en fait souvent un mélange d'observations proches de la médecine de son époque, des recommandations de repos ou de changement d'hygiène de vie et des propositions parfois qui sont plus alternatives sur des régimes alimentaires, une application locale de produits, des bains, des huiles, etc. Donc certaines personnes affirment avoir ressenti une nette amélioration, d'autres non, mais ces lectures en tout cas contribuent
et fortement à sa réputation. Il y a les lectures qui sont dites spirituelles. Donc dans ces séances, Casey évoque des notions qui sont plus immatérielles. L'âme, le karma, la réincarnation, l'idée que la vie humaine s'inscrit dans un processus d'évolution spirituelle. Donc ces éléments vont fortement influencer les courants spiritualistes et ésotériques du XXe siècle aux États-Unis, vous vous en doutez bien. Troisième type de lecture, les lectures qui sont historiques et symboliques, donc plus rares mais particulièrement marquantes. Certaines lectures vont aborder des sujets quand même beaucoup plus larges, comme des civilisations anciennes, l'interprétation de textes religieux et surtout la fameuse Atlantide. Donc Casey affirme dans plusieurs lectures que cette civilisation aurait réellement existé et laissé des traces, notamment en Égypte et dans certaines régions atlantiques. Donc, ce qui est un point essentiel, c'est aussi, donc chez Casey, c'est cet état de transe dont on a parlé tout à l'heure. C'est encore en fait ce qui va intriguer aujourd'hui, c'est là vraiment la question centrale du mécanisme. Donc, les chercheurs et les sceptiques, eux, parlent plutôt d'un état hypnotique profond, d'association d'idées inconscientes ou de production verbale influencée par les attentes des consultants. Dans tous les cas, un point fait consensus, c'est que Casey ne semblait pas construire à ses réponses de manière consciente ou volontaire. Donc au fil du temps, les séances sont de plus en plus structurées, les questions sont de plus en plus précises, les réponses sont enregistrées et archivées. Et aujourd'hui encore, l'ensemble de ces lectures constitue un corpus immense qui est conservé du coup par la fameuse ARE, qui continue d'étudier et de diffuser ses travaux. Donc avec le temps, les consultations d'Edgar Casey dépassent largement le cadre local et deviennent un véritable phénomène social aux États-Unis. Ce qui attire particulièrement l'attention, ce sont certains cas rapportés comme étonnants, parfois troublants, qui vont nourrir sa réputation, mais aussi les débats qui l'entourent encore aujourd'hui. Alors certains historiens rappellent que ces témoignages sont difficiles à vérifier de manière scientifique et qui peuvent être tout aussi influencés par l'effet placebo ou la sélection des récits les plus positifs, c'est-à-dire qu'il filtrerait et mettrait dans les archives que ceux dont il a eu un résultat, positif. Donc, un autre aspect qui va profondément marquer son héritage, c'est la lecture des vies antérieures et de la réincarnation. Donc Casey, lui, il affirme dans certaines lectures que l'âme humaine traverse plusieurs vies successives afin d'évoluer spirituellement. Alors, il décrit parfois des existences passées pour les personnes qui consultent. Alors, ce discours va largement influencer des mouvements spiritualistes, et ces idées seront reprises dans de nombreux courants ésotériques. Puis certaines lectures ont vraiment été perçues comme prophétiques puisqu'il aurait évoqué des bouleversements économiques, des changements climatiques et géologiques et des transformations spirituelles majeures de l'humanité. Donc là encore, les analystes modernes soulignent un point important. Beaucoup de ces interprétations ont été reformulées ou réinterprétées après les événements, ce qui rend leur validation difficile. C'est un peu le problème qu'on avait eu du coup avec Nostradamus. Alors, ce qui rend quand même ce cas si persistant dans l'imaginaire collectif, c'est quand même qu'il mélange en fait plusieurs ingrédients. Il y a des récits personnels forts, des éléments symboliques puissants et une zone d'interprétation très large. C'est précisément cette ambiguïté en fait qu'entretient aujourd'hui un peu le mystère Casey. Alors quel est le regard scientifique finalement sur Edgar Casey et ses lectures ? Donc très tôt, ça a suscité l'intérêt des scientifiques, mais aussi la prudence, voire la critique de la part des chercheurs, des médecins, de psychologues. Alors si son influence culturelle est indéniable, son statut de phénomène paranormal reste fortement contesté finalement dans le champ scientifique. Donc le premier point soulevé par la majorité des chercheurs est simple. Les lectures de Casey n'ont jamais fait l'objet d'une validation expérimentale reproductible, donc selon les standards de la méthode scientifique moderne. C'est-à-dire que les critiques soulignent notamment l'absence d'un protocole contrôlé indépendant, le manque de double aveugle et la difficulté à vérifier a posteriori les affirmations faites en transe. Alors, dans les travaux de psychologie contemporaine, ces éléments sont essentiels pour distinguer un phénomène réel d'une construction interprétative où effectivement on interprète une fois l'événement passé. Autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum et les formulations vagues. Alors, plusieurs psychologues reprochent des lectures de Casey l'effet Barnum ou l'effet Forer, donc la tendance à accepter comme précises des descriptions générales qui semblent personnelles. Donc certaines formulations utilisées dans les lectures sont suffisamment larges pour s'appliquer à plusieurs situations et à plusieurs personnes ou interprétables de manière flexible après coup. Donc ce phénomène est bien documenté en psychologie cognitive et en études des croyances. Vous pouvez lire effectivement le livre de B.R. Forer qui s'appelle The Fallacy of Personal Validation, qui est une étude qui est fondatrice sur l'effet Barnum. C'est un livre de 1949. Les historiens des religions et les sociologues des croyances notent également un biais fréquent dans ces fameuses réceptions de messages de Casey.
Les cas réussis sont largement mis en avant et les erreurs et les échecs sont moins documentés et moins retenus, forcément. Donc ce mécanisme, ça correspond à ce qu'on appelle un biais de confirmation, qui est bien connu en psychologie cognitive, c'est-à-dire que nous retenons plus facilement les informations qui confirment une croyance préexistante. Et puis il y a les limites des témoignages aussi. Une grande partie des preuves en faveur de Casey repose sur des témoignages personnels, des récits qui sont postérieurs et des interprétations subjectives des résultats de santé ou de situations complexes. Or, en médecine et en sciences sociales, on nous dit que les témoignages isolés ne suffisent pas à établir une causalité. Les études sur l'effet placebo, par exemple, dans les revues de médecine comme The Lancet, montrent que la perception d'amélioration peut être réelle et même sans lien direct avec un traitement spécifique. Alors, des chercheurs en parapsychologie ont tenté d'évaluer les phénomènes similaires à ceux décrits dans les lectures de Casey, clairvoyance, perception à distance. Certaines expériences historiques, comme celles menées au Stanford Research Institute, c'était dans les années 70 à 90, sur le remote viewing notamment, ont montré des résultats statistiques légèrement supérieurs au hasard dans certains protocoles. Cependant, ces résultats restent controversés, leur reproductibilité est faible et ils ne sont pas consensus dans la communauté scientifique. Donc là, on a des livres de Hyman, de Wiseman ou de Marks et Kamen qui sont des esprits critiques de tout ce qui est phénomène psy et remote viewing. Donc, au niveau des instituts scientifiques, il y a des organismes comme l'APA, donc l'American Psychological Association, ou de nombreux comités de recherche en neurosciences et en psychologie cognitive considèrent que les phénomènes attribués à Casey relèvent davantage, on va dire, de la psychologie de la croyance, de la suggestion ou de l'interprétation subjective, plutôt que de réelles capacités extrasensorielles démontrées. Enfin, on est toujours dans un peu dans les mêmes schémas. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, malgré ces critiques, il y a un point quand même qui reste important, c'est que le phénomène Casey a profondément marqué l'histoire culturelle et spirituelle. Donc, son influence, elle dépasse la question de la réalité scientifique, car elle interroge la perception de l'esprit. Elle nous pose question aussi sur la recherche de sens et la manière dont les individus interprètent leur propre expérience. Alors, au-delà des débats scientifiques, l'influence d'Edgar Casey ne s'est jamais réellement éteinte, elle est même transformée avec le temps en glissant du domaine du mysticisme individuel vers celui d'un véritable courant spirituel organisé, le spiritualisme. Dans les années qui suivent donc sa mort, il est mort en 1945, ses proches et ses fidèles structurent son héritage autour d'une institution dédiée à la conservation de ses travaux, le fameux ARE, Association for Research and Enlightenment. Donc, cette organisation rassemble les archives et publie l'ensemble de ses lectures qui constituent aujourd'hui un vrai corpus de plusieurs milliers de documents. C'est à partir de ces archives que ces idées continuent à circuler et à se diffuser, notamment autour de grands thèmes, comme on a vu tout à l'heure, toujours les mêmes, réincarnation, guérison, spiritualité holistique et la notion d'évolution de la conscience humaine. Alors, dans les années 60-80, ces écrits trouvent un nouvel écho avec l'essor du mouvement New Age aux États-Unis puis en Europe. Et Casey devient alors une sorte de référence fréquente dans les milieux intéressés par tout ce qui est médecine alternative, la méditation, l'ésotérisme contemporain et toutes les approches qu'on dit holistiques de l'être humain. Donc on retrouve également son influence dans de nombreux ouvrages de développement personnel et spirituel, où il est souvent cité comme une figure, on va dire, pionnière de la conscience élargie. Et même aujourd'hui, ces lectures continuent d'être étudiées, interprétées et parfois réactualisées à la lumière des préoccupations modernes, le bien-être, la quête de sens, le rapport au corps et à l'esprit. Mais cette influence ne se limite pas au cercle spirituel, elle interroge aussi notre manière finalement de raconter le mystère humain. Pourquoi certaines figures continuent-elles de fasciner, même en l'absence de validation scientifique ? Alors, que retenir de ce parcours ? Cette figure de Edgar Casey est une figure qui est profondément ambivalente. Pour certains, il incarne l'un des cas les plus impressionnants des capacités psychiques inexpliquées du XXe. Pour d'autres, il représente surtout un phénomène culturel qui est nourri par le contexte religieux, le contexte psychologique et social de son époque. Et entre ces deux lectures, il n'y a aucune réponse définitive qui s'impose. De toute façon, vous connaissez un petit peu la musique. Et peut-être que c'est là le cœur du sujet, car au-delà de Casey lui-même, il y a une question quand même qui demeure. Qu'est-ce que ces récits disent de nous, de notre besoin de comprendre, de notre besoin de donner du sens, de croire parfois qu'il existe quelque chose au-delà du visible ou du mesurable ?
Et si les lectures de Casey nous prouvent que l'existence de capacités extrasensorielles, elles témoignent en revanche d'une chose certaine, c'est que la puissance de l'esprit humain à produire du sens, à transformer l'expérience et à entretenir le mystère est bien toujours présente et toujours forte. Ce soir, on a exploré une frontière entre science et croyance, entre observation et interprétation, entre ce que l'on sait et ce que l'on continue de questionner. Et dans un instant, nous poursuivrons notre chemin avec un autre versant de cette énigme, la recherche en parapsychologie et les expériences qui tentent encore aujourd'hui de mesurer l'invisible. Restez avec nous dans un autre regard. Et pour se remettre un petit peu de nos émotions sur Radio G Angers, on va se faire une pause musicale avec le groupe Archive. Vous êtes sur un autre regard sur Radio G Angers. Vous nous écoutez sur le 101.5 FM en DAB+, ou en streaming sur notre site internet radio-g.fr. Nous venons de traverser l'univers singulier d'Edgar Cayce entre les états de transe, les récits de lecture, les interprétations spirituelles qui continuent encore aujourd'hui de diviser. Mais en tout cas, il y a une question qui reste en suspens. Au-delà des témoignages, des expériences individuelles et des croyances, peut-on un jour mesurer ces phénomènes ? Peut-on les observer, les tester, les reproduire dans un cadre scientifique ? Car si Cayce appartient encore largement au domaine de l'expérience personnelle et du récit, d'autres chercheurs ont tenté, eux, de franchir une étape supplémentaire, faire entrer ces phénomènes dans le laboratoire. Alors, dans un instant, nous allons quitter le monde des intuitions et des récits pour entrer dans celui beaucoup plus encadré de la recherche expérimentale en parapsychologie. Télépathie, perception à distance, expérience de transmission d'informations sans support connu, des protocoles ont été imaginés, testés, parfois critiqués, et leurs résultats continuent encore aujourd'hui de diviser la communauté scientifique. Alors que se passe-t-il dans le mystère tente de devenir une donnée mesurable ? C'est ce que nous allons explorer tout de suite dans un autre regard sur le 101.5 FM pour Radio G Angers. La question que l'on se pose, c'est peut-on étudier ces phénomènes autrement que par des récits et des témoignages ? Alors c'est précisément à cette interrogation en fait qu'essaie de répondre une discipline singulière, c'est la parapsychologie. Elle est apparue à la fin du 19e siècle dans un contexte où le spiritisme, les sciences naissantes de l'esprit et les premières méthodes expérimentales cohabitent encore. La parapsychologie se donne un objectif qui est ambitieux, étudier de manière contrôlée des phénomènes qui semblent échapper aux lois connues de la physique et de la psychologie. Alors on parle ici principalement de ce que les chercheurs appellent les phénomènes psy. Donc la télépathie, c'est la transmission supposée d'informations d'un esprit à un autre sans support sensoriel. On parle de clairvoyance, un accès à une information distante ou cachée. On parle de précognition, la perception d'événements futurs, et de la psychokinèse, l'influence de l'esprit sur la matière. Alors, dès ses débuts, cette discipline se situe dans une position un petit peu délicate. On est entre la curiosité scientifique et les fortes suspicions de la communauté académique. Alors, dans les sociétés savantes voient le jour, notamment en Grande-Bretagne avec la fameuse SPR, avec la Society for Psychical Research, fondée en 1882 à Londres, et qui tente de recueillir, d'analyser des témoignages, des phénomènes psychiques avec une certaine rigueur méthodologique. Alors, ces travaux vont inspirer plus tard des recherches universitaires aux États-Unis, notamment dans les années 60 et 70, où la parapsychologie connaît un regain d'intérêt dans certains laboratoires spécialisés. Mais très vite, il y a une tension qui apparaît. Comment étudier scientifiquement quelque chose qui, par définition, ne se manifeste pas de manière stable, reproductible et mesurable, comme les phénomènes, on va dire, physiques classiques. Alors c'est là tout l'enjeu de la parapsychologie qui se dessine. Alors pour ses défenseurs, ces phénomènes pourraient révéler des capacités humaines encore mal comprises, peut-être liées à la conscience elle-même, à un domaine encore largement mystérieux pour les neurosciences modernes. Mais pour ses détracteurs, en revanche, les résultats observés seraient le fruit de biais cognitifs, d'erreurs méthodologiques ou d'interprétations excessives de données statistiques. Alors ce débat, en fait, il ne s'est jamais réellement éteint, il est toujours d'actualité. Et c'est précisément ce qui rend la suite de cette histoire si particulière. Malgré les controverses, des chercheurs ont continué pendant des décennies à mettre en place des protocoles expérimentaux pour tenter de tester ces capacités supposées dans des conditions strictement contrôlées. Donc dans la prochaine partie, nous allons justement entrer dans ces expériences de laboratoire, celles où la télépathie, la perception à distance ou encore l'influence de l'esprit sur la matière ont été mises à l'épreuve de la méthode scientifique.
avec des résultats parfois troublants, mais en tout cas rarement consensuels. Bon, déjà, pour comprendre pourquoi la parapsychologie a tenté d'entrer dans le champ scientifique, il faut remonter à la fin du 19e. C'est une époque où l'Europe et les États-Unis sont traversés par un double mouvement. D'un côté, on a l'essor des sciences modernes, la physique, la psychologie expérimentale, la médecine, et de l'autre, un fort intérêt pour le spiritisme et les phénomènes dits psychiques. Donc c'est dans ce contexte qu'est fondé effectivement l'ASPR de Londres, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est là aussi où on y étudie les médiums, les hallucinations collectives, les apparitions, les cas de télépathie rapportés. Alors cette démarche, ça marque une étape importante. C'est la première fois que certains chercheurs tentent de traiter des phénomènes non pas comme des preuves du surnaturel, mais comme des objets d'étude potentiellement naturels, encore mal compris. Au XXe siècle, la parapsychologie prend une autre dimension. Donc elle va quitter les cercles de savants marginaux pour entrer dans certains laboratoires universitaires, comme notamment aux États-Unis. Donc voilà, dans les années 1930, des expériences plus structurées vont apparaître, comme celle du psychologue Joseph B. Rhine à l'université de Duke. Lui va utiliser des cartes, les fameuses cartes Xener, pour tester la perception extrasensorielle. Donc l'idée est simple, on vérifie si une personne peut identifier des symboles cachés sans indice, c'est-à-dire effectivement ces fameuses petites cartes où se trouve un rond, où se trouvent des vagues, où se trouve une croix et un carré, et on va cacher la carte et on va demander à la personne de deviner de quelle carte il s'agit. Donc bien sûr, ces travaux ne font pas consensus, mais ils posent en fait les bases d'une méthodologie expérimentale répétable. Vous êtes sur Radio G Angers 101.5 FM et je vous propose une petite pause musicale avant de reprendre le cours de notre émission sur Edgar Cayce et sur les expériences en parapsychologie. Je vous propose un petit Dépêche Mode. Vous aurez reconnu Dépêche Mode avec Enjoy the Silence. Vous êtes sur Radio G Angers, vous êtes sur l'émission Paranormal bimensuelle, un autre regard. Nous abordions la parapsychologie, toutes les expériences de laboratoire pour tenter de prouver, pour tenter de normaliser l'inexpliqué. Il y a aussi bien sûr les recherches militaires et gouvernementales. Donc c'est pendant la guerre froide en fait que la parapsychologie va prendre une dimension qui est totalement nouvelle, celle de l'intérêt stratégique. Donc les États-Unis, il y a le fameux programme de remote viewing. Donc dans les années 70, plusieurs agences américaines, dont la CIA et le Department of Defense, s'intéressent à la possibilité d'utiliser des capacités de perception à distance à des fins de renseignement. Donc c'est le fameux programme Stargate Project. Il est mené en collaboration avec des chercheurs de Stanford, donc le SRI. L'objectif, c'est d'évaluer si certaines personnes peuvent décrire des lieux, des événements ou des objets éloignés sans information sensorielle directe, c'est-à-dire sans les voir du tout ou sans les entendre, enfin vraiment à distance. Des expériences sont réalisées sur des sujets qu'on dit doués, notamment le fameux Ingo Swann et d'autres participants qui ont été entraînés. Certains résultats semblent statistiquement intéressants dans des conditions spécifiques, ce qui maintient le programme actif en fait pendant plusieurs années. Pour des applications opérationnelles, donc le programme Stargate lui va s'arrêter, on va dire officiellement, dans les années 90. Mais on a aussi l'Union soviétique, avec ce qu'on appelle les recherches en psychotronique. Donc de l'autre côté du rideau de fer, l'Union soviétique mène également des recherches sur les phénomènes psychiques dans un cadre souvent regroupé sur le terme de psychotronics. Donc certains laboratoires militaires et des instituts de recherche s'intéressent à l'influence mentale à distance, à la télépathie, à la manipulation possible des systèmes physiques par l'intention. Donc ces recherches, vous imaginez, gardent en grande partie entourées de secrets et sont difficiles à documenter de manière exhaustive. Après la chute de l'URSS, certains chercheurs et documents suggèrent que des programmes ont bien existé, mais leur efficacité réelle n'a jamais été démontrée scientifiquement de manière indépendante. Alors, ce qui ressort de cette période un petit peu à la course au programme secret, c'est une tension permanente entre la curiosité et le scepticisme. Alors d'un côté, il y a des institutions prestigieuses, comme des universités, des laboratoires militaires ou des agences gouvernementales, qui ont investi du temps et des ressources dans des recherches, ce qui montre qu'elles avaient quand même été pris au sérieux à certaines époques. De l'autre, on a les résultats obtenus qui n'ont pas permis, on va dire, d'établir un phénomène qui est reproductible, stable et exploitable. Alors c'est sur cette contradiction que continue à se définir en fait la parapsychologie aujourd'hui. C'est un champ de recherche qui est situé entre la frontière entre l'exploration scientifique, l'hypothèse théorique et les zones d'incertitude méthodologique.
Alors, quelles sont les grandes expériences en laboratoire pour tester le phénomène psy? Une fois que la parapsychologie a posé comme champ d'étude, les chercheurs vont chercher en fait à franchir une étape. C'est-à-dire non seulement, ils vont plus vouloir seulement recueillir des témoignages ou explorer des hypothèses, ils vont tenter de reproduire ces phénomènes dans des conditions très contrôlées, donc en laboratoire. Donc l'enjeu est simple, mais redoutable. C'est isoler ce qui révèle du hasard, des indices sensoriels ou des biais cognitifs pour ne garder que ce qui pourrait éventuellement relever d'un phénomène inexpliqué. Donc les premières expériences de télépathie en laboratoire reposent sur un protocole qui a été quand même très épuré. Donc en général, il y avait deux rôles, un émetteur qui observe une image, un symbole ou une carte, un récepteur isolé dans une autre pièce, lui qui doit deviner ce qui a été perçu par l'émetteur. Donc les réponses sont ensuite comparées à une probabilité de hasard. Alors, ces tests sont souvent inspirés en fait des travaux du fameux Joseph B. Rhine qui cherchait à répondre à une question simple. Les bons résultats dépassent-ils significativement ce que le hasard peut produire? Donc, dans certains cas, les statistiques montrent un léger écart favorable, mais ces écarts quand même restent faibles et surtout sensibles aux conditions expérimentales. La fatigue du coup de l'émetteur et du récepteur, la motivation, les suggestions implicites, etc. Un autre type d'expérience tentait d'évaluer en fait une hypothèse encore plus controversée, c'est l'influence de l'esprit sur la matière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la psychokinèse. Alors pour cela, les chercheurs utilisent des systèmes censés produire le hasard, donc comme des dés, des machines électroniques ou plus tard des générateurs de nombres aléatoires informatisés. Et le participant doit simplement intentionner un résultat, par exemple augmenter une valeur haute ou basse. Donc, certaines études rapportent de très légères déviations statistiques par rapport au hasard attendu. Mais ces effets, malheureusement, sont très faibles, parfois irréguliers et difficiles à reproduire dans des conditions totalement indépendantes. Et puis, on avait ce qu'on appelle la fameuse perception à distance. Donc là, c'est un autre protocole qui consiste à tester la capacité supposée de percevoir un lieu ou une situation sans aucun contact. Donc, dans cette expérience, il y a une cible qui est sélectionnée, un lieu, une image, un objet. Cette cible est conservée secrète et un participant, lui, doit produire une description libre de ce qu'il perçoit. Donc, les résultats sont ensuite évalués par comparaison entre les descriptions et la cible réelle. Donc, certaines analyses montrent effectivement que des correspondances jugées significatives par les chercheurs impliqués. Mais ces évaluations reposent souvent sur des jugements qui sont qualitatifs, ce qui ouvre la porte, bien sûr, à des interprétations différentes selon l'observateur. C'est là où ça coince. Donc très vite, il y a un constat qui s'impose dans la littérature scientifique, les résultats ne sont pas stables. Car on observe généralement des effets faibles, des résultats variables selon les laboratoires et une disparition fréquente des effets lors de réplications indépendantes. C'est-à-dire si on refait la même expérience autre part, on n'aura pas forcément les mêmes taux de réussite. Donc il y a un problème pour reproduire en fait, le phénomène, c'est le point central en fait, du débat scientifique. Dans les sciences expérimentales classiques, un phénomène doit pouvoir être observé de manière constante pour être considéré comme établi. Toutes ces expériences psy, cette constance fait défaut. Alors ces expériences restent néanmoins importantes d'un point de vue historique et méthodologique, car elles sont obligées les chercheurs en fait, à affiner leurs outils statistiques et à mieux comprendre les biais cognitifs et à renforcer les protocoles expérimentaux. Ils ont mis en évidence aussi une limite fondamentale. Plus les conditions sont contrôlées, plus les phénomènes deviennent difficiles à observer de manière significative. Une fois ces protocoles ont été mis en place, télépathie, perception à distance ou influence mentale sur des systèmes aléatoires, la question centrale devient qu'est-ce que ces expériences ont réellement produit? La réponse dans la littérature scientifique est en fait loin d'être simple. Des résultats parfois significatifs mais fragiles. Donc, dans certaines séries d'expériences, notamment celles qui ont été menées sur la télépathie ou la perception extrasensorielle, les chercheurs observent des écarts statistiques légèrement supérieurs au hasard. Autrement dit, les participants obtiennent parfois des meilleurs résultats que le hasard pur devrait le permettre. Alors, c'est le cas dans plusieurs travaux de Joseph B. Rhine à Duke, qui constitue en fait l'un des premiers corpus structurés sur ces questions. Ces résultats ont été publiés et discutés dans des revues spécialisées dès le milieu du XXe siècle. Cependant, ces effets restent faibles ou souvent proches des marges d'erreur statistiques. Pour les études dites de remote viewing, notamment à Stanford, à partir des années 70, certains protocoles montrent des descriptions jugées partiellement cohérentes avec les cibles cachées.
Donc, c'est les chercheurs Harold Potoff et Russell Targ rapportent des résultats qu'ils considèrent eux comme encourageants sous certaines conditions expérimentales, mais ces conclusions sont immédiatement discutées car les évaluations des correspondantes restent en partie subjectives. Des protocoles sont jugés parfois trop souples et les conditions de double aveugle ne sont pas toujours jugées optimales par les critiques. Et le point central, le plus important, comme je disais tout à l'heure, reste effectivement le problème de réplication. C'est lorsque des équipes indépendantes tentent de reproduire les mêmes expériences, les résultats sont souvent plus faibles, parfois même inexistants, statistiquement non significatifs. Donc des chercheurs comme Ray Hyman, qui est psychologue à l'Université de l'Oregon, soulignent dans les années 80 que les effets observés disparaissent généralement lorsqu'on améliore les contrôles expérimentaux. De même, on a Richard Wiseman dans des travaux sur la psychologie de la perception et les biais cognitifs qui montrent que de nombreux effets psy peuvent s'expliquer par des mécanismes classiques comme le hasard, l'interprétation a posteriori ou l'attente des participants. Alors, certaines méta-analyses qui regroupent plusieurs études montrent parfois des effets faibles, mais ces résultats, bien sûr, sont eux-mêmes contestés car ils dépendent fortement des études incluses, des critères de sélection et des corrections qui ont été appliquées. Pour James Alcock, qui est psychologue critique de la parapsychologie, il souligne que ce champ de recherche souffre d'un problème structurel. Pour lui, la difficulté à distinguer un effet réel d'un ensemble de biais cumulés. Alors, quelle est la position actuelle de la communauté scientifique ? Aujourd'hui, la majorité des institutions de psychologie expérimentale considèrent qu'aucun phénomène psy n'a été démontré de manière robuste et reproductible. Ils disent aussi que les effets observés restent compatibles avec d'autres explications classiques, des erreurs méthodologiques, des fluctuations statistiques ou du hasard. Alors ça ne signifie pas que les expériences sont jugées inutiles, mais qu'elles ne permettent pas à ce jour d'établir l'existence des réelles capacités extrasensorielles. Alors malgré ces critiques, il y a certains chercheurs qui continuent de défendre l'intérêt exploratoire de ces études, en particulier pour comprendre les limites de la perception humaine, les biais cognitifs et la manière dont nous interprétons des données incertaines. C'est cette tension entre la curiosité scientifique et l'absence de preuves solides qui fait que le sujet reste encore aujourd'hui discuté, mais non tranché. Alors à mesure que ces résultats finalement ont commencé à se cumuler, une question est devenue impossible à éviter. Ces effets observés en laboratoire, est-ce qu'ils révèlent réellement d'un phénomène nouveau ? Car pour toute scientifique expérimentale, le résultat n'a de valeur que s'il est reproductible, qu'il est mesurable et il est indépendant de toute condition d'observation. Et ça, c'est le problème de cette expérience. Du coup, aussi bien de télépathie, de perception à distance que d'influence mentale, les résultats varient fortement selon les conditions. Autrement dit, donc, comme le disait Ray Hyman, plus on verrouille l'expérience, plus les effets diminuent. Alors, ce que ça permet aussi de mettre en avant ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, une grande partie des critiques reposent sur une psychologie cognitive. Plusieurs mécanismes bien documentés peuvent expliquer les résultats observés. C'est-à-dire, on retient davantage, là encore, les expériences qui ont réussi plutôt que les échecs. Il y a aussi l'effet d'attente, c'est que les participants et les chercheurs peuvent influencer inconsciemment les résultats. Et on peut aussi être tenté par les interprétations a posteriori, c'est-à-dire des correspondances vagues qui sont jugées pertinentes après coup, puisqu'on va plaquer ce qui s'est passé sur un message plutôt vague. Et il y a l'effet Barnum aussi, qu'on a tendance à reconnaître comme précises des descriptions qui sont générales. Donc ces phénomènes sont largement étudiés en psychologie moderne. Alors aujourd'hui, la position dominante dans la communauté scientifique reste prudente mais claire. Aucune preuve robuste et reproductible ne permet de valider l'expérience des phénomènes psy. Il manque quand même une absence de validation. Il y a quand même une absence de validation empirique solide. Pour autant, les critiques ne suffisent pas à éteindre totalement le sujet, car la parapsychologie met aussi en lumière une difficulté plus large, celle de l'étude de la conscience humaine et de la perception. Même sans hypothèse paranormale, ces expériences ont contribué à mieux comprendre les limites de notre perception, les effets de suggestion et tous les mécanismes de construction de notre réalité mentale. Or, c'est peut-être là que réside le véritable intérêt du sujet, non pas dans les démonstrations d'un pouvoir inexpliqué, mais dans la zone de tension qu'il y a entre une expérience humaine, une croyance et la méthode scientifique. Une frontière où la science ne ferme pas toujours la porte, mais où elle demande des preuves solides, reproductibles et indépendantes. Et pour nous remettre de ces émotions, je vous propose un petit titre de Hans Zimmer. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve
entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous avez reconnu la BO du film Inception. Vous êtes toujours sur Radio G Angers sur le 101.5 FM ou en DAB+. Vous pouvez aussi nous écouter et nous streamer ou faire un replay sur radio-g.fr. Nous arrivons au terme de ce voyage entre l'intuition, entre expérience humaine et tentative de mesure de l'invisible. Alors ce soir, on a exploré deux univers sur Radio G à première vue qui semblent quand même très différents, mais qui rejoignent en fait sur un point essentiel. D'un côté, la figure d'Edgar Cayce et ses lectures, ses transes et les récits qui ont contribué à construire sa légende. D'autres, les laboratoires de parapsychologie, des protocoles expérimentaux et cette volonté de faire entrer ces phénomènes dans un cadre, dans une boîte scientifique. Entre les deux, la même question persiste. Jusqu'où l'esprit humain est-il capable d'aller dans sa perception du réel et surtout comment distinguer ce qui relève d'une expérience intérieure de ce que l'on peut réellement observer et reproduire. Donc la science aujourd'hui reste prudente, elle n'a pas validé l'existence des capacités extrasensorielles, les fameuses capacités psy, ni de manière robuste, ni de manière reproductible, mais elle continue aussi dans certains domaines à explorer des mécanismes encore mal compris de notre conscience, de la perception de notre cerveau. Et peut-être que c'est là le cœur du sujet, non pas dans la recherche d'une réponse définitive, qu'on n'aura peut-être jamais, mais dans cette zone d'incertitude où l'humain observe, interroge, interprète et parfois projette du sens, où tout n'est pas encore expliqué. Donc un autre regard sur Radio G, c'est justement ça, ne pas fermer les portes trop vite, mais ne pas renoncer non plus à l'exigence de compréhension. Et si vous, de votre côté, vous avez vécu une expérience particulière liée à ce qu'on appelle des perceptions inhabituelles, des intuitions fortes, des rêves marquants ou tout autre phénomène paranormal, et que vous ne parvenez pas forcément à expliquer, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Venez ici partager votre témoignage. Alors qu'il s'agisse d'un simple ressenti, d'un événement troublant ou d'une expérience plus marquante, d'une rencontre, toutes les histoires, bien sûr, sont les bienvenues, tant qu'elles sont racontées avec sincérité et recul. Alors peut-être que certaines d'entre elles viendront nourrir les prochaines émissions et continuer à éclairer à leur manière ce territoire encore plein de mystères. Merci à vous d'avoir partagé cette exploration avec moi ce soir sur Radio G. Mais avant de nous quitter ce soir, notez déjà la date de notre prochaine émission. On sera déjà le 2 juin toujours à 21h. Nous poursuivrons notre exploration des zones floues de la perception humaine avec 3 nouveaux thèmes qui, chacun à leur manière, interrogent notre rapport au réel. Nous parlerons des faux souvenirs, ces mémoires que l'on croit authentiques mais qui peuvent être influencées, reconstruits, même parfois créés de toutes pièces par notre cerveau. Nous explorons ensuite un phénomène beaucoup plus contemporain, les mythes digitaux qui sont nés sur Internet, ces histoires, ces images ou ces vidéos virales qui façonnent aujourd'hui un nouveau folklore moderne entre fiction collective et croyances partagées. On parlera notamment du Slenderman. Et ensuite, nous nous intéresserons à une expérience aussi fascinante que déroutante, les expériences de sortie de corps, ou le fameux voyage astral, ces témoignages où certains affirment avoir observé leur propre corps depuis un point de vue, entre science, conscience et perception altérée. Donc 3 thèmes, 3 façons d'interroger la frontière entre ce que nous vivons, ce que nous croyons vivre et ce que notre esprit reconstruit. Donc ça sera un rendez-vous le 2 juin à 21h sur Radio G Angers pour une nouvelle émission d'un autre regard. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage entre récits, phénomènes et zones d'ombre. Et d'ici là, gardez votre curiosité éveillée et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire
au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.